Bon, eh bien, bonsoir à tous en tout cas et bienvenue au Human Talks. Du coup, ce soir, c'est notre, édition un peu, spéciale estivale du coup d'août. Pour ceux qui connaissent pas les Human Talks, c'est des événements qui se passent un peu partout en France, en tout cas dans plusieurs villes, qui sont ouverts à tous et à toutes, et qui se font en général le deuxième mardi de chaque mois. En ce moment, évidemment, avec les restrictions et depuis quelque temps, on fait les événements en ligne. Du coup, bah, vous pouvez nous retrouver, sur notre chaîne Twitch et plus tard, sur notre, chaîne YouTube. Donc chaque soirée, est constituée de plusieurs talks de 10 minutes. Ce soir, on en aura 3. Ça, c'est déjà dit et n'hésitez pas à poser des questions au chat. Comme ça, on pourra répondre, enfin chaque speaker pourra répondre ou nous pourrons essayer de répondre dans les cas où ça s'adresse aux Human Talks. Et bien encore une fois, merci à tous d'être là. Je vous présente donc les petits talks de ce soir. On a d'abord un CV de développeur toujours à jour par Nicolas. Ensuite, construire sa bibliothèque de composants avec Storybook par Jean-Philippe. Et enfin, guide pour les étourdis par Gauthier. Voilà, merci à tous et puis du coup, bah, Nicolas, si tu veux, y aller, c'est à toi. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous peut-il partager mon écran, s'il vous plaît? Oui, super. Yo. Merci d'être là, déjà. Ah oui, bon, bah ok, tout le monde est parti du flux. Merci Je d'être remercie revenu. on avait oublié de le dire. Oui, parce qu'en fait, ce que j'expliquais en backstage, c'est qu'en fait, ça fait 1 an et demi que je donne des talks en ligne. Et en fait, c'est assez fatigant de toujours parler à son écran. Et du coup, pouvoir parler à des vraies personnes, voir leurs petits sourcils renfrognés ou leur mimique, ça me donne du feedback. Et à la fin, bah, je suis un petit peu moins fatigué. Bref, tout ça pour dire. Je m'appelle Nicolas Frankel, je suis développeur depuis 20 ans cette année. Et depuis 2 ans, je fais aussi du développeur advocacy. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de savoir ce que c'est le développeur advocacy, parce que là, il me faudrait plus de 10 minutes. Mais voilà, je fais partie de ces gens qui sont payés pour voyager, ou qui l'étaient en tout cas avant. Maintenant, je suis juste... je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi je suis bien payé non plus. Je travaille pour une société qui s'appelle Hazelcast. En gros, on a un produit qui fait 2 choses, du in-memory data streaming distribué et du in-memory storage also distribué. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là ce soir. Ma problématique de ce soir, c'est vous êtes développeur, développeuse ou dans la tech en général, designer, je ne sais pas quoi, et vous voulez faire progresser votre carrière sans passer par des postes de management, parce qu'il est bien connu que généralement, quand on veut progresser dans sa carrière dans la tech, il faut devenir chef de projet. Bon, finalement, moi, ça ne m'est pas arrivé et c'est pas plus mal. Les employeurs qu'on va plutôt cibler sur un magnifique Magic Quadrant, c'est plutôt ceux qui sont en haut à droite. Et donc, plutôt les employeurs qui ont une portée globale, donc pas votre petite entreprise de microélectronique d'à côté, mais plus des Facebook, des GitHub, des je sais pas quoi, et plutôt ceux dont le cœur de métier c'est la tech, plutôt que ceux où l'informatique c'est une fonction support, parce que la plupart d'entre eux n'ont quand même pas réalisé encore la valeur ajoutée du développeur, et du coup là, si vous voulez faire carrière, encore une fois, management. Or, ce type d'entreprise, généralement, va quand même regarder un petit peu votre profil GitHub. C'est assez connu que votre profil GitHub, c'est votre CV. On peut le discuter, je ne suis pas forcément d'accord avec cette assertion, mais qu'on le veuille ou non, ça reste quand même une idée assez répandue dans les entreprises cibles en tout cas. Et ça ne fait pas de mal d'avoir un profil GitHub un petit peu à jour. Mais voilà, il peut arriver que vous ne soyez pas sur GitHub. Et si votre futur employeur potentiel consulte votre profil, ben, au lieu de voir des petites cases vertes, des commits réguliers, il va voir juste des lapins blancs sur la neige. Et donc, peut y avoir des vraies raisons. Pas que vous soyez un mauvais développeur, mais la plupart d'entre nous, votre projet n'est pas forcément public ou open source.
vous n'utilisez pas GitHub. Par exemple, Jean-Philippe, je sais que lui, c'est GitLab, 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 GitLab. Et du coup, bah, votre profil GitHub, voilà, il est vide. Alors, peut-être que vous pouvez synchroniser, mais bref, vous avez peut-être aussi une vie privée. Moi, j'ai pas de vie sociale, j'aime pas les gens. Donc, je passe beaucoup de temps à faire de la tech, mais peut-être que vous avez fait d'autres choix dans votre vie, ce qui est très bien, hein, je ne le remets pas en cause. Mais bref, vous pouvez avoir plein de raisons, d'excellentes raisons pour lesquelles vous n'avez pas de commit sur GitHub. Voilà, moi par exemple, j'ai quelques activités sur GitHub, mais par exemple, j'ai 69 contributions dans des repositories qui sont privés. Du coup, même si je voulais afficher quelque chose, bah, finalement, je n'ai pas grand-chose à montrer. Mais souvent, on ne se rend pas compte, mais vous avez quand même des activités qui sont intéressantes pour un recruteur. Vous pouvez avoir un blog, vous pouvez faire des talks, si vous êtes designer, vous pouvez avoir un portfolio, peut-être que vous avez un Instagram avec justement votre portfolio, peut-être que vous avez une contribution sur Stack Overflow, vous faites partie du top 1% ou du top 1,5%. Vous avez des choses à montrer, mais juste, ce n'est pas sur GitHub. En fait, il existe sur GitHub un repos caché. Et ce repos caché, il a comme nom votre handle GitHub / de nouveau le handle GitHub. Et en fait, à partir du moment où dans ce repo caché que vous pouvez créer, vous affichez un README, en fait, il va venir se superposer à votre profil. Je le montre. Donc, par exemple, il y a un développeur, il ne s'est pas embêté, il a créé son profil et il a juste affiché son CV, mais sur GitHub. Du coup, quand le recruteur va potentiellement voir son profil GitHub, il aura tout directement sans avoir besoin de faire des recherches Google, etc. Un autre exemple qui peut être intéressant, celui-là, quelques liens qui peuvent être intéressants et puis un résumé assez précis de ce que la personne fait. Vous pouvez même montrer que vous savez faire un petit peu de code. Donc, plutôt que de dire hey, « je sais faire du JavaScript » ou « je sais faire de l'intégration », la personne qui a fait ça, elle a fait une intégration où potentiellement, il va chercher en temps réel ou je ne sais pas quoi la musique qu'il écoute et ça va s'afficher sur GitHub. C'est pas mal, ça. Vous pouvez avoir, si vous aimez bien les badges, hop, plein de badges. Pour ceux qui sont vraiment fans du code, vous pouvez même faire comme cette personne qui a fait un jeu d'échecs interactif. Donc derrière, vous avez la vision de l'échiquier. Et pour jouer, donc là, ce que vous voyez en bas, c'est toutes les possibilités valides. Vous allez cliquer sur lien, ça va ouvrir une pull request. Et quand la pull request va être mergée, pouf, ça va modifier l'échiquier. Franchement, c'est pas mal comme CV. En tout cas, ça ne dit pas ce qu'il sait faire, mais ça montre ce qu'il sait faire, ce qui est encore bien. Puis pour un geek, c'est vraiment excellent, quoi, je trouve. Il y a quelqu'un qui a fait une collection de tous ces GitHub Profile README qui sont intéressants. Alors, il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres, mais si vous voulez consulter la liste pour vous donner des idées, elle est dans le lien et je vous filerai mes slides après. Moi, ce que j'ai décidé, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas énormément d'activités sur GitHub. Par contre, tous les dimanches soirs, j'envoie mon article de blog. C'est comme ça. Je publie un article de blog tous les dimanches soirs. Je le disais avant backstage, je suis psychorigide. Tous les dimanches soirs, article de blog, c'est comme ça. J'ai aussi beaucoup de talks, parce qu'en étant développeur advocate, je fais pas mal de talks. Du coup, j'affiche mes 3 prochains talks au cas où les gens veulent y assister. Et puis, ma dernière vidéo qui a été enregistrée sur YouTube. Et ça, c'est intéressant parce que c'est interactif. C'est-à-dire que normalement, si vous allez voir chaque jour, si j'ai publié un article de blog, donc pardon, ça va être chaque semaine, mais si j'ai publié un nouveau talk ou si j'ai une vidéo YouTube que j'ai publiée, ça va être mis à jour. Et donc, je suis un informaticien, je suis un développeur, donc je vais utiliser des API. En l'occurrence, l'API YouTube, je pense que même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller en ligne la regarder. Mon blog, il est hébergé sur GitLab, donc je vais récupérer mes prochains talks sur GitLab. Et puis, j'ai un flux RSS pour mes articles de blog. Et du coup, là, je vais faire une simple requête HTTP tranquille. Super important, la stack technique. Je ne suis pas du tout prescriptif
à ce niveau-là. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Et la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser ça, c'est parce que je voulais apprendre Kotlin Scripting. Je voulais faire un script en Kotlin parce que ça fait quelques années que j'aime beaucoup Kotlin. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai jamais fait de script avec Kotlin, on va essayer. Mais je suppose que si vous faites du Python, par exemple, Python va être beaucoup plus facile à gérer, JavaScript, je ne sais pas quoi. Bref, l'essentiel, c'est que vous soyez capable de faire des requêtes HTTP. Donc, si vous êtes dans la JVM, vraisemblablement, les dépendances que je vous présente, vous les connaissez, FreeMarker, OKHTTP, SnakeYAML pour faire du parsing YAML, JSoup pour faire du parsing HTML, de HTML mal formé, et puis du parsing JSON XML. Et les GitHub Actions. Les GitHub Actions me permettent de scheduler ça de manière régulière, quotidiennement. Donc, mon action qui est planifiée tous les jours va faire un checkout du repo, va installer le runtime Kotlin, va exécuter le script que je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas à part le temps. J'ai une méthode de templating, donc j'ai écrit un bed template, et puis avec FreeMarker, je vais remplir ce template, et puis je vais committer et pusher. Voilà, je pense que j'ai rempli le contrat. Vous pouvez suivre mon blog, je vous rappelle, tous les dimanches soirs. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est toujours sympa. Si vous voulez voir un peu plus de détails, j'ai sur mon blog fait des articles plus détaillés sur chacune des parties. Et puis, si vous voulez voir le résultat final, allez sur nfrankel sur GitHub. Et puis, vous verrez ce que je vous ai dit. Et puis, surtout, vous pourrez voir la GitHub Action en détail pour voir comment j'ai géré ça et puis le script lui-même. Et maintenant, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci. J'en vois pas sur le chat Twitch. Moi, je vais en avoir une. C'est tu as rebondi avec GitLab. C'est vrai qu'on peut faire des miroirs entre les deux. Oui. À partir de là, on peut s'amuser à tricher. Si on veut vraiment apparaître dans les high scores, avoir des petits carrés verts foncés un peu partout. Alors, on peut tricher avec l'activité GitHub. Il y a même des gens qui vous montrent des scripts pour écrire des trucs avec les petits carrés, pour écrire hello, machin, etc. Là, le but, c'est pas de tricher, parce que ça va se voir un petit peu. Le but, c'est juste de montrer ce que vous avez fait, parce que GitHub, c'est un point d'entrée, qu'on le veuille ou non, encore une fois. Et du coup, le but, c'est juste de dire, OK, puisque c'est pas vous qui choisissez votre point d'entrée, au moins, vous pouvez choisir ce que vous affichez quand les gens vont sur cet entry point-là. Ouais, c'est sûr. Ok, je ne sais pas si vous avez des questions. Allez, quoi, soyez cool, des questions. C'est triste de parler à son écran sans question. J'ai pas trop la vision recruteur, mais moi, en fait, quand je vais voir le LinkedIn de quelqu'un, c'est plutôt pour voir un peu les types de projets sur lesquels il travaille, mais le CV, j'aurais tendance à dire que le recruteur l'a déjà à ce moment-là, son CV. Alors, on en revient à la typologie que j'ai essayé de faire. Pardon. Pest. Alors, hop and show. Voilà, mon point, c'était plutôt celui-là. Moi, j'ai fait 18 ans de consulting et effectivement, généralement, j'étais peut-être plutôt là, mais plutôt là. J'ai plutôt bossé pour des boîtes dont l'informatique, c'était vraiment pas le cœur de métier. Du coup, c'était pas forcément les expériences les plus sympas que j'ai eues. Et c'est des entreprises où, typiquement, au bout d'un certain temps, si vous voulez progresser, vous allez avoir le plafond de verre du « Ah, mais t'es un dev, quoi ». Et donc, on en revient à ma problématique initiale. Ok, il faut que si tu veux progresser, si tu veux gagner plus, si tu veux avoir plus de responsabilités, il faut que tu deviennes chef de projet. Ou peut-être engineering lead. Mais bon, les places sont chères parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis de toute façon, encore une fois, une boîte dont l'informatique, c'est pas le cœur de métier, ils vont peut-être mettre un engineering lead qui aura aucun pouvoir de toute manière parce que quand moi je vends des montres, l'informatique, c'est un centre de coût, quoi. Moi, c'est plutôt mon expérience. Donc, je suis plutôt passé du local au global et du support au cœur de métier. Et clairement, je ne reviendrai plus en arrière. C'est-à-dire que maintenant, moi, il n'y a que ces boîtes-là qui m'intéressent. Comme ça, quand je discute avec quelqu'un, je sais que ce qui valorise, c'est le code. Il comprend les problématiques de dev technique, il comprend les problématiques
OK, on produit du code et c'est une ressource, mais c'est une ressource dont il faut prendre soin. Et je n'ai pas à faire de la pédagogie pendant 2 ans. Par exemple, j'ai un exemple assez concret. J'ai bossé pour une institution publique et cette institution publique avait développé un framework maison. Ce framework maison n'était plus maintenu depuis un certain nombre d'années. Les gens qui avaient développé ça avaient été éclatés dans d'autres équipes, voire étaient partis. Et la seule manière de créer un batch dans cette organisation, c'était d'utiliser ce framework. Du coup, j'ai dit, mais les gars, il y a un petit problème là. Et à l'époque, ils commençaient à utiliser Spring. J'ai dit, regardez, il y a Spring Batch. C'est bien Spring Batch. Entre le moment où j'ai dit, hey, il y a Spring Batch, et le moment où ils l'ont accepté en tant que standard au même niveau que le framework qui était plus supporté, il m'a fallu 2 ans. Qu'est-ce que j'ai gagné dans l'histoire? En plus, j'étais consultant externe. Du coup, j'ai rien gagné. J'ai perdu beaucoup de temps. Ça m'a désabusé sur la nature humaine et sur les organisations. Et ça, j'ai plus envie de faire ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté le consulting, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Faire de la pédagogie, ça va bien 5 minutes, mais quand on arrive et on dit hey, écoutez, on a un problème, là, on a une couverture de test de 5%, j'ai pas envie de passer 2 mois à expliquer pourquoi c'est un problème. Du coup, plutôt global, plutôt cœur de métier, et puis plutôt global, parce que quand vous êtes dans une petite mare, c'est sympa, mais quand vous êtes dans une grande mare, c'est encore plus sympa. Du coup, ces entreprises-là, qu'on le veuille ou non, elles vont quand même se pencher pas forcément sur LinkedIn, mais sur GitHub. Parce que justement, ce qui les intéresse, c'est vos capacités techniques. C'est pas votre CV ou comment vous savez écrire un CV. Et généralement, la plupart des devs ne savent pas bien écrire un CV. Et puis, il y a aussi un autre côté, c'est les recruteurs, OK, contactent des personnes, mais si derrière, il y a des entretiens un peu plus tech, ils vont demander à des techs de fouiller un peu, quoi. Et puis, généralement, en tant que dev, on a le réflexe d'aller sur GitHub aussi, voir un peu ce qui se passe, sans forcément imaginer ou critiquer les projets sur lesquels ils contribuent, mais avoir une vision un peu de ce qui se passe aussi, quoi. Bon, un des derniers entretiens que j'ai fait, c'est exactement ça. J'ai regardé, le GitHub de la personne était vraiment pourri, mais ça m'a donné une base de départ pour discuter, pour dire, voilà, pourquoi tu as fait ce projet-là, c'était quoi ton objectif, etc. C'est une base de discussion. Et voilà, c'est vrai que d'avoir un truc qui claque un peu. Alors, si vous êtes designer, ça doit plus claquer que pour un dev. Moi, par exemple, mon truc, je pense qu'il claque pas vraiment. Par contre, je l'ai automatisé à fond parce que, je suis un dev, quoi. Okay. Quand les profils sont sortis, c'est vrai qu'il y avait une sorte de battle entre les personnes qui allaient faire le profil le plus sympa. Et c'était marrant de voir ça, justement. Et juste, moi j'ai une question, vu que vous êtes là. Qui a customisé son profil parmi les gens qui se... okay. Voilà. Voilà. Je vous ai dit, c'est bientôt le week-end. Vous n'avez pas de vie sociale si vous êtes un vrai dev, c'est bien connu. Et du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais le vrai dev, il ne va pas attendre le week-end pour faire ça. Ah, encore mieux. Alors là, il a déjà commencé. Et à la suite, il y a une question dans le chat de XVDW qui dit est-ce que ça arrive parfois de ne pas avoir du tout d'idée d'article le dimanche soir? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, moi, je comprends bien la question. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je ne me pose pas ce genre de problème. Quand j'ai une idée, je la mets dans un dashboard GitLab, parce que j'utilise j'utilise GitLab pour mon blog. Et puis derrière, quand j'ai du temps, je regarde ma liste d'idées et puis c'est facile de l'écrire. Donc, si vous attendez le dernier moment pour écrire l'article, c'est sûr que vous êtes sec. Du coup, il faut le faire en avance. C'est une discipline. Hein. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, je crois que je dois avoir une vingtaine d'idées dans mon backlog d'idées. D'articles qui attendent d'être écrits. Plus 2-3 qui sont en attente de publication, parce que je les ai écrits il y a quelques temps, quand j'ai eu du temps. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Et mes DM Twitter sont ouverts, du coup, si vous êtes un petit peu timide, vous n'osez pas poser une question devant tout le monde, contactez-moi et j'essaierai d'y répondre. Ou pour ceux qui regardent la vidéo après coup. Aussi.
On passe à la suite. Du coup, c'est toi, Jean-Philippe, je crois, à la suite. Ouais. Je te laisse prendre la main. Est-ce que tu veux qu'on laisse nos vidéos aussi? Oui, peu importe. Ok. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler de comment réaliser une bibliothèque de composants avec Storybook. Je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant développeur chez Zenica et comme Nicolas l'a dit, j'aime bien GitLab et je fais partie d'un programme qui s'appelle GitLab Heroes. La plupart du temps, je fais du back-end, du développement Java principalement, et je tourne j'aime bien fouiller un peu tout ce qui se trouve derrière les écrans. C'est pas trop mon travail de tous les jours de faire des trucs jolis. C'est pour ça que je ne mets pas de profil GitHub à jour, d'ailleurs. Et alors, pourquoi je vais vous parler de Storybook? Parce qu'en fait, ça m'arrive aussi de faire du front, clairement. J'ai déjà fait de l'Angular, j'aime bien faire du Vue.js. Et dans un contexte pro, pour moi, le front, ça peut être un peu un sac de nœuds, dans le sens où il va falloir sortir une boussole et une carte pour retrouver à quel endroit, dans quel composant, une modification est faite. Ça, c'est radical, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me dire « Ah, le composant, il est tout petit, ce qu'on me demande de faire, ça va être facile », sauf qu'en fait, il y a une règle de gestion qui impacte énormément l'affichage du composant, et en fait, j'ai tout pété. Et c'est pour ça que Storybook, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est actuellement dans une version 6.3, donc c'est assez... je ne sais pas quel âge ça a, mais c'est durable. Voilà. Et ça va permettre de mettre en place un catalogue de composants sur une application ou alors sur un ensemble d'applications. Le principe, c'est de se dire, j'ai un composant graphique à faire, et ben je vais l'isoler pour pouvoir me concentrer uniquement sur son design et ne pas, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, devoir cliquer à 15 endroits pour accéder à un composant. Et en plus, comme votre application locale tourne sur une base de données avec un jeu de données, et ben au final, votre donnée, vous galérez à simplement voir votre composant sur votre poste. Ça, c'est radical, ça arrive souvent. Alors que là, on va pouvoir se concentrer dessus, on va pouvoir, tranquille, sans back-end, sans base de données, sans même réseau, on peut commencer à modéliser son composant, et c'est quelque chose qui va être super pratique. Et en plus, on va même pouvoir définir des états sur nos composants, qui vont, par exemple, le cas classique d'un composant de login, je suis connecté, je ne suis pas connecté, clairement de l'afficher. Donc on va créer des états correspondant à une représentation graphique du composant. Et ça va nous permettre voilà, de sans faire la gestion de login, voir un peu comment ça se passe. Donc c'est super sympa. Et après, on peut même voir l'aspect responsive. Alors je sais que dans Chrome, Firefox, on peut avoir l'inspection qui nous permet de changer la résolution, mais là, on n'a toujours rien qui est démarré chez nous. On n'a même pas l'application qui est dispo, et on peut déjà avoir un maquettage qui est plutôt sympa. Alors là, je vais essayer de vous montrer, si mon réseau veut toujours bien. Voilà, donc là, ça c'est du code, et on va passer sur Storybook. Normalement, vous le voyez bien. Vous me dites s'il faut zoomer un peu. Je vais zoomer un peu. Donc là, en fait, sur la partie gauche, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir nos 4 composants. Donc clairement, je suis parti d'un projet standard, initié avec la librairie Storybook, et j'ai juste customisé pour rajouter 2-3 choses. Donc là, on va clairement voir que notre bouton, il a 4 états. Ok, je l'ai en format petit, je l'ai en format large. Et on a notre bouton primaire, secondaire. Et on voit que les libellés changent. En fait, voilà. Le but, c'est de mettre à disposition tous les états possibles de notre bouton. Comme ça, après, on ne se pose plus la question de est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas, est-ce que j'ai besoin de le tester ou pas. Il est déjà prévu et normalement, il doit marcher en restant sur cette page. Après Storybook, ils ont rajouté pas mal de modules complémentaires. Il y en a un en bas. Alors celui-là, je l'ai un peu découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, ils vont nous permettre d'affecter directement nos composants, si on veut vérifier des tests. Et puis, le cas classique, hein, si on veut s'amuser, voir que notre bouton tient la charge, entre guillemets, en termes de libellé, on peut y aller. Et si on veut, on peut directement créer un état, entre guillemets, test aux limites, pour voir si notre bouton répond bien. Une fois qu'on a fait notre bouton, on peut imaginer faire le header, où là, en fait, on intègre notre composant. Et à partir de là, on peut initier un état connecté ou un état déconnecté,
pour vérifier que ça marche bien, etc. Après, on peut imaginer une page carrément où on intègre le composant qui intègre le petit bouton, et derrière, on peut voir une représentation de notre page, de notre composant, et on est super content. Derrière, on a aussi, par exemple, la gestion des tâches. Alors ça, c'est le cas d'usage des tutoriels Storybook, où on peut voir l'état avec notre case cochée. Et derrière, au niveau du code, comment ça va se passer? C'est une dépendance NPM, il y a ce que vous voulez. Et derrière, on va positionner des fichiers stories.js qui vont nous permettre de déclarer tout ce que je viens de vous montrer. En fait. Donc, si on reprend notre bouton, on a notre bouton c'est du code vue. Voilà, c'est du code. Clairement, je n'ai pas passé dessus, ce n'est pas l'objectif. Et dans notre fichier stories, on va importer notre document. On va définir une configuration par défaut. La subtilité du panneau qui était en bas, avec les arguments qu'on peut modifier, doit respecter cette typologie ArcTypes. Et derrière, on va définir une constante d'un template de notre projet. Donc, on va lui dire notre composant, c'est le bouton. On va affecter un setup, donc ça, c'est par rapport à ce qui est sorti en vue 3, de retourner des données. Et on va affecter notre template, donc comment utiliser notre bouton dans une application. Et à partir de là, on va définir nos états. Donc, on va déclarer des variables qui bind ce template. Et à partir de là, on va surcharger nos arguments pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Donc, c'est là où, quand j'ai créé l'état secondary, j'ai affecté le label qui est ici. Donc, voilà, ça, c'est super sympa. Par contre, OK, je suis développeur, j'ai développé mon composant. C'est sympa. Mais il n'y a pas que ça. Dans Storybook, ce qui est important, c'est le partage de composants. Vous avez vu mes talents graphiques. Généralement, quand on me donne dans le contexte pro des projets Angular, enfin au front, il y a une équipe de designers qui va pouvoir développer des composants plus sympas, des pages plus sympas. Et pourquoi pas même des intégrateurs. On peut imaginer des intégrateurs travailler sur le même repo guide que le développeur pour initier cette bibliothèque de composants. Et après, donner les billes aux développeurs pour dire, voilà, j'ai fait mon boulot, maintenant à toi de faire tout ce qui va bien pour que l'application soit fonctionnelle. Un autre cas d'usage en termes de partage de composants, c'est qu'on va pouvoir partager les composants à n'importe quelle personne, qu'elle soit dans l'équipe ou pas, qu'elle soit technique ou pas. On peut imaginer les product owners se demander en fait comment réagit un composant sur leur application et aller directement y accéder. Et c'est ce que je vais vous montrer. La BBC, ils ont mis en place l'URL de Storybook. Storybook, ça va générer un site statique, donc on peut le balancer sur des GitLab Pages ou sur les repos GitHub pour pouvoir y accéder. Donc là, voilà, je suis connecté sur les composants graphiques de la BBC. On peut voir que, par exemple, le bulletin de télé, cette forme-là, et si on est en mode radio, je suppose que le design est un peu plus petit. Imaginer plein de choses, on peut se balader, je pourrais vous envoyer les liens, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Et du coup, on voit chaque état a une représentation assez compréhensible et nous permettre de faire des choses. Voilà. Et Storybook, c'est un projet open source et il y a pas mal de contributions, et notamment en termes d'add-on. Donc on voit le petit panneau d'en bas de contrôle, au tout départ il n'existait pas, et c'est quelqu'un qui l'a rajouté pour rapporter de la plus-value en composant. Il y a un autre add-on qui s'appelle Chromatic qui permet vraiment de faire des tests de non-régression visuelle. Donc là, c'est carrément quelque chose à part. Mais si notre bouton change de couleur, les tests vont planter. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Ça, je ne l'ai pas testé, mais dans le principe, c'est qu'il y a une base de données de tests. Et donc, si on veut changer le style des composants, il va falloir changer ces tests-là. Donc moi, c'est pour toutes ces raisons où Storybook, c'est un produit que j'apprécie plutôt pas mal. Quand ça m'arrive de me lancer sur des projets perso avec du front, je me concentre sur Storybook pour faire mes composants et après faire le dev. Sinon, je m'embrouille et c'est pas terrible. Et toute contribution est bonne à prendre. Donc, si vous voulez contribuer, c'est possible. Je vous mets les deux liens, en fait, où il y a le site de Storybook et l'ensemble des tutoriels dispo pour de l'Angular, du React, du Vue,
du Svelte, et il y en a d'autres, je ne les ai plus en tête, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de docs, dans différentes langues en plus, donc c'est assez intéressant. Et je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, mais merci de votre attention. Alors j'en vois une pour dire que l'API a complètement changé. Tu sais, il y a moins d'1 an, ben ouais, moi c'est exactement ce que je me suis dit quand je l'ai remis le nez dedans. Avec le panneau des contrôles, ça bouge énormément avec même la réactivité sur les migrations des langages. Par exemple, le passage de Vue 2 à Vue 3 a été pris en compte très rapidement. Donc c'est quand même agréable, ça suit le cours de l'actu, donc c'est super sympa. Du coup, j'enchaîne sur une question. L'API a beaucoup changé, mais est-ce qu'elle est rétrocompatible? Enfin, est-ce qu'ils ont cassé la compatibilité avec les anciens projets? Ou est-ce que si on veut mettre à jour régulièrement, on va être obligé régulièrement de réécrire tous nos scénarios de test? Alors pour le fichier Stories, il est vraiment associé à votre langage. Donc si vous faites une migration, par exemple, de Vue 2 à Vue 3, de toute façon, votre composant va changer. Donc le fichier Stories sera modifié. Après, j'ai pas assez de recul pour dire ça. Les projets que je fais, c'est des petits projets. Quand il faut les mettre à jour, je les mets à jour. Je prends une journée ou deux et puis c'est parti. Et dans ce cas-là, je mets tout à jour. Dans les gros projets en entreprise, j'en ai pas vu. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de travailler dessus, parce qu'il y en a plutôt pas mal. Ou alors, j'ai pas mis... sur les projets pro, j'ai peut-être pas mis dans Storybook partout. Hein. Je suis développeur back-end, donc... Et Chromatic, tu l'as utilisé un peu? Non, il y a des petites vidéos de démo sur le site de Storybook qui expliquent comment ça marche, mais c'est tout. J'avais créé un compte, hein, mais j'ai pas... les applications perso étaient trop petites pour me lancer dans ce genre de chantier. C'est jamais trop petit pour faire des tests. Alors les tests, ouais, mais de non-régression visuelle, ouais. c'est un peu plus chaud. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à les poser. Bon. On passe à la suite? Ouais, très bien. Merci à toi. Ouais. Ok, on va passer à Gauthier. Ouais. Et mon terminal. Bonsoir. Du coup, en fait, c'est pas forcément une présentation très avancée sur Git. L'idée, c'est de faire un peu un tour des commandes que moi j'utilise au quotidien. L'idée que j'ai, la philosophie que j'essaie d'appliquer autour de Git est relativement simple, c'est que je préfère passer très peu de temps sur Git, quitte à faire des erreurs et faire un rollback derrière, plutôt que de passer un temps très conséquent dessus. Typiquement, si je mets plus de 30 secondes sur un commit, c'est que quelque chose se passe très mal. Mais le cas par défaut, c'est que voilà, je préfère committer très vite et retravailler les commits par la suite, plutôt que de perdre du temps là-dessus. Si je prends un exemple classique, il y a trois grandes choses dans Git. Il y a le commit history, l'index et l'org-tree. Grosso modo, les fichiers qui sont dans votre dépôt. L'exemple de base, c'est que moi, quand je commence à bosser sur une feature, de base, je crée une nouvelle branche. Donc, il y a quelqu'un au -b qui est assez efficace, qui va feature. Et du coup, créer une nouvelle branche et me switcher dessus directement. Ensuite, je vais pouvoir faire mes modifs dessus de manière... Je te coupe vite fait. Est-ce que tu pourrais zoomer ton terminal un petit peu? Hop. Parfait, merci. Non? Si. Là, c'est bien. Donc, typiquement, si je commence ça, je dis, voilà, je crée une nouvelle fonction dessus.
Hop. Et donc, là, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi. Soit je dis, en fait, je fais ça en 2 temps. C'est-à-dire, là, j'ai mon fichier, puis je regarde, je fais un guide diff. Voilà. Je vois mes modifs. Ça me va, je fais un git add, je fais un git commit. Avec le message, dire il y a une solution qui est plus simple, je trouve, qui est de dire, voilà, plutôt que de faire ça en 2 temps, se dire, en fait, il y a une commande qui existe déjà, qui est le git add p pour patch. En gros, qui va nous dire, voilà, en fait, l'ensemble de tes modifs, est-ce que potentiellement tu veux les stage ou pas, c'est-à-dire les mettre dans la partie, dans l'index. Par exemple, si je mets 7 et j'en ai 2, potentiellement, j'ai plusieurs solutions. Soit je dis, en fait, cette partie-là est trop gros, donc je peux la splitter. Soit je peux dire, par exemple, quand j'ai beaucoup de modifs et que là, je me dis, finalement, j'ai trouvé un bug que j'ai corrigé au fil de l'eau et que je veux juste committer ça, il y a une fonction qui me permet de dire, de chercher dans ce qu'on appelle mes hunts et du coup d'arriver directement à ce que je pourrais faire. Donc là, et voilà, je prends ça et puis après il me reste toujours un que ça à chercher et ça n'en veut pas. Et dans ce cas-là, je dis simplement que je veux le modifier. Sinon, il y a d'autres techniques. Celle que je trouve déjà vraiment plus brutale, c'est de dire, au moins de faire le commit, il y a un moyen directement de faire une review des modifs qui a été fait avec un P directement sur le commit. Le problème de ça, que je trouve personnellement, c'est que en cas d'erreur, en fait, le commit est déjà fait. Donc, si par exemple, on se loupe et qu'on oublie un hunk, et en gros, on est bon pour faire un monde derrière, donc pour éditer le commit derrière. Il y a une autre technique qui est pas trop mal, qui est de dire, en fait, si par exemple, on a mis un peu de temps entre le moment où on a commencé le commit et le moment où on va faire le commit, on a quelque chose qui est le commit qui est arrivé, qui nous permet en fait directement dans le commit message de voir le diff qui va être fait à l'intérieur. Voilà. Ensuite, une fois que c'est committé, il y a plusieurs solutions, puisque potentiellement le commit peut être celui qu'on peut pas être comme on s'y attendait. Il y a plusieurs cas d'usage là-dedans. Par exemple, si je dis, typiquement, je fais un commit et puis je fais une modif plutôt. Je dis, en fait, ça, je pensais faire voilà, j'ajoute à mon index et puis je dis, finalement, je voulais faire un amende, c'est-à-dire modifier mon commit. Donc, voilà, sans l'éditer. Et puis d'un coup, je me rends compte avec ce commit-là que, en fait, c'est pas le commit sur lequel je suis, c'est pas le commit sur lequel je pensais être. Donc, il y a plusieurs solutions. Généralement, on fait appel à ce qu'on appelle le reflog. Mais dans le cas nominal, en fait, il n'y a pas un grand besoin. Et en fait, il y a un handle qui est le head. Le head at 1 qui en fait va nous remettre exactement à l'endroit où on était juste avant l'opération courante. Et du coup, à nouveau, on a
notre commit qui est propre. Et en local, on a toujours la modif qu'on a fait et on est libre de le dispatcher autre part, sachant que il y a une commande qui est très pratique, disons un flag qui est très pratique, qui est le pixel, qui va grosso modo dire que le commit qu'on est en train de faire, il ne se rapporte pas au commit courant, mais à un commit en particulier. Donc, si par exemple, je dis que c'est mon head précédent, grosso modo, ce fichier, en gros, il va reprendre le nom du commit qui va nous permettre de, via la ligne de commande et via le git Rebase, ce qui va en fait va réécrire les commits. On a une option qui est le auto-stash. Et donc, partant de là, on clique. Tac. Va nous dire que c'est pas auto-stash, non, c'est pas ça, c'est que auto-squash. La grosso modo, on va redonner les fichiers par rapport au nom qu'il y a en entrée. Donc en gros, on a créé un fichier, un commit qui était juste là, et du coup, par défaut, il le fait là, il va réécrire les commits en fonction, et on va avoir une historique propre là-dessus. Il y a une dernière commande que j'aurais voulu, enfin, il me reste deux dernières commandes. La première, c'est le checkout-p qui nous permet de récupérer des éléments d'une autre branche. Donc, typiquement, quand je fais un checkout-p de master, je vais comparer l'état de ma branche actuelle par rapport à l'état de la branche que je fais. Et donc, du coup, faire les diffs et savoir quelle est la partie que je prends. Tu peux relativement dire soit depuis une autre branche, soit depuis un autre commit. Typiquement, j'ai introduit 10 modifications depuis 3 commits et je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Donc, plutôt que de faire un revert complet, prendre directement les bouts qui m'intéressent. Et du coup, faire le commit approprié. Voilà, et la dernière commande qui peut être pratique surtout dans les cas de collaboration. Si par exemple, voilà, j'ai Alice et j'ai Bob. Bob, d'un coup, il décide de faire un commit. Dire tout. Tac. Et si demain, d'un coup, Alice se dit, moi aussi de mon côté, je vais regarder à créer un fichier. Hop. Voilà. Ok, comme ça, ce qui va se passer, c'est que forcément, au moment de pousser, il va y avoir un conflit. Et dans ce cas-là, le meilleur moyen de le résoudre, c'est plutôt que de faire un gros push force à l'arrache, ou alors faire un merge commit, de faire un git pull rebase. Et dans ce cas-là,
Git va tenter Arrivez, ça va bien se passer et on pourra pusher proprement. Et voilà. Alors, pour répondre à XVW, c'est un alias pour Vim. Je vous rassure, je n'aurais pas supporté travailler en VI tout court. En VI plutôt. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'en ai une, n'étant pas du tout habitué à la ligne de commande Git. Quand tu faisais ta section de commit à faire, tu avais une question avec tout plein de lettres. Donc, yes, no, et plein d'autres variantes. Tu sais à quoi elles servent, ces autres variantes? Ouais. En fait, ça, c'est que du coup, si je prends un exemple, j'en ai trop. Et, je prends cet exemple-là. Grosso modo, il y en a qui sont relativement intéressants. Donc là, il y en a beaucoup moins parce que du coup, les cas 1, mais grosso modo, il y a le yes et no pour oui et non, le quit pour arrêter la session de... C'est bon. Pour arrêter la session d'ajout. Il y en a d'autres qui est le A pour ajouter ce chunk-là plus tout fichier qui va derrière. D, c'est pour ignorer tout fichier qui va derrière. Après, il y aura les J et les K qui vont nous permettre de basculer entre les différents hunks, donc c'est-à-dire les bouts de code à choisir, c'est-à-dire soit le dernier qui a été choisi, soit le prochain ou le précédent qui reste à déterminer. Il y a la recherche, il y a le hug qui est en fait l'edit. En gros, il va réouvrir un éditeur et tu vas pouvoir éditer le bout de code que tu veux rajouter. Donc c'est vrai, enfin, moi je trouve que c'est un peu overkill parce que l'idée quand tu commits, c'est quand même que ça ressemble à ce que tu as testé ou du moins ce que tu avais en tête plutôt que de le réécrire derrière. Voilà, grosso modo, c'est ça les grandes. Okay. Merci. Alors, il y a des questions dans le chat. Alors, la première qui peut lancer un gros débat. Que penses-tu des outils avec IHM comme Gitkraken ou sont intégrés dans les IDE? Alors, j'arrive aux questions pour qu'on voit ton visage en réponse. Alors, je vais essayer de répondre sans être trop catégorique. Moi, le réel problème que j'ai, alors, donc pour info, j'utilise Git depuis 2012 ou 2013. J'ai toujours utilisé en ligne de commande pour la simple et bonne raison. Enfin, la conséquence de ça, plutôt, c'est que derrière, chaque fois que j'avais une intégration dans un IDE, que ce soit Eclipse ou IntelliJ ou Visual Studio, c'est que derrière, j'avais une grosse perte par rapport à mon workflow, parce que moi, je travaille beaucoup en ligne de commande, donc c'est important pour moi d'avoir ce truc-là. Et puis, en faisant ça, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'ensemble des commandes que j'ai effectuées, donc je peux me retrouver dans les messages, etc. L'expérience me fait dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai vues utiliser, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé et qui ont utilisé une surcouche, ce Gitkraken ou comment on appelle ça, où les intégrations, en fait, ont toujours eu beaucoup de mal, d'une part, à comprendre ce qu'ils faisaient de manière générale, et en fait, à la fin, on se retrouve avec un historique où
où en fait il y a plein de merges à tous les endroits. Et le problème de ça, c'est que derrière, ça en dit plus sur la manière dont la personne a travaillé plutôt que sur la manière dont le code a évolué, ce qui n'est pas une bonne idée pour moi, parce que du coup, en termes de relecture et puis de trouver ce qui s'est passé, je trouve que ça rajoute du bruit. Donc, j'ai absolument rien contre. En revanche, en fait, peu importe l'outil, moi, je trouve que c'est pas une... Enfin, pour moi, c'est soit l'outil va aider l'individu à faire son boulot et à produire un historique propre avec un code propre derrière. Dans ce cas-là, il n'y a aucun souci. En revanche, s'en servir comme excuse pour dire, en fait, c'est des limitations d'outils. Je trouve que c'est aller un peu trop loin parce que du coup, il y a à la fois le fait que je pense que il faut quand même comprendre comment une guide fonctionne et qui est pas, enfin, pour moi, c'est pas ouf non plus. Et de l'autre côté, avoir l'outil qui suit derrière. Et du coup, pour répondre à ce qui avait été dit plus loin, effectivement, il y a des plugins pour les éditeurs de texte type Vim ou Emacs qui sont assez légers pour être là en support, mais pas pour se substituer en fait à l'usage de la commande. Autant je trouve que c'est intelligent d'avoir des outils qui permettent de naviguer dans le code et puis d'avoir une édition beaucoup plus fine que celle qu'on peut avoir avec le -p sur les différentes commandes. En revanche, se priver totalement de Git avec effectivement ces 40 options qui ne sont pas forcément toutes cohérentes les unes avec les autres, ça c'est une grosse perte. Merci. Alors, il y a une petite coupure pour ceux qui regardaient sur Twitch. A priori, normalement, l'enregistrement il sera complet. Donc, quand on mettra la vidéo sur YouTube, pour celui qui a posé la question, il sera possible d'avoir la réponse complète. Voilà. Je vais juste dire ça avant de passer à la question suivante. Et on va poser la question de ISVDW, alors que je vais afficher, mais qui va faire un gros pavé normalement. OK. Ok, c'était très clair. Mais ça semble un peu complexe. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de revenir à d'autres gestionnaires de version qui sont plus simples dans leur fondement, comme Dark, par exemple? Je ne sais pas si tu connais Dark. Oui. Ou tu ne le connais pas. Alors, je connais parce que je suis la communauté Haskell. Donc, pour info, Dark, c'est un outil qui se base sur la théorie des patchs. Donc, c'est-à-dire que grosso modo, il ne considère pas comme Git qu'il y a un ensemble. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Git, à la base, c'était un gestionnaire de contenu. C'est-à-dire qu'en gros, son but à lui, c'était de faire un snapshot à un instant T d'un working directory, c'est-à-dire les fichiers réels. Et après, le fait qu'il y ait des mécanismes de diff, etc., c'est venu par la suite. Darks, en fait, il part du comment on appelle ça, de l'exact opposé, c'est-à-dire dire, en fait, la résultante d'un worktree ou d'un working directory, c'est, pour être très génétique, et je n'ai pas forcément le vocabulaire, c'est la résultante de l'application d'un certain nombre de patchs. Et du coup, ils ont développé je crois que c'est la théorie des patchs derrière. Donc, en gros, la capacité qu'on a à recombiner les patchs et grosso modo, à les composer un peu comme on ferait dans la programmation fonctionnelle. C'est un peu de l'event sourcing, sauf que là, il y a vraiment une notion c'est compliqué à expliquer comme ça en 30 secondes, surtout que ce n'est pas un sujet qui me très vraiment. En fait, il y a deux gros problèmes dans Darks. Le premier, c'était. Alors après, bien sûr, date de il y a quand même quelques années, mais grosso modo, le premier, c'était la perf. Et ça, en fait, pour moi, Git, effectivement, c'est très rapide et c'est très bien parce que l'idée, c'est comme de committer relativement rapidement et ou d'avoir des commits qui ne prennent pas une plombe à être ajoutés, même s'ils sont potentiellement gros.
Et le problème, c'est que potentiellement, lors d'application des patchs, pouvait changer le contenu à la fin. Et ça, en fait, pour moi, c'est clairement un no-go, c'est-à-dire, quand on parle de simplicité, pour moi, je trouve que c'est quand même plus simple de se dire qu'on a l'ensemble des commits dans le même ordre sur tous les posts qui ont downloadé l'archive, plutôt que de dire, en fait, on a l'ensemble des patchs, grosso modo, c'est les mêmes de chaque côté, donc on a le même résultat. En fait, le réel problème de Git, c'est que, tel que je le vois, c'est que on la base, on est parti de SVN, qui était quand même relativement archaïque. On a rajouté, on a essayé de passer à Git plus ou moins sur la même dynamique, dire en fait, on a un repository qui est centralisé pour tout le monde et on essaie de communiquer très, très régulièrement pour éviter d'avoir trop de divergences. Donc en fait, on perd un peu l'intérêt de la décentralisation. Et du coup, par la suite, on a essayé, je pense, d'adapter directement les approches dans les IDE qu'on avait pour SVN à Git. Et du coup, ça fait grosse confusion. Et Ok, merci. Je crois qu'il y a Nico qui voulait intervenir, mais sur la question d'avant, il me semble, c'est ça? Oui, moi je voulais juste apporter un éclairage très orienté utilisateur et peut-être pragmatique. L'objectif, c'est de mettre des choses dans un historique et que votre historique il soit compréhensible. Donc moi j'utilise à la fois la ligne de commande pour des trucs simples, commit-a, commit-m. Pour faire des rebases aussi, je fais beaucoup de code démo. Et donc, ce que je fais régulièrement, c'est que j'ai un dependabot sur Git qui va mettre à jour mes dépendances et j'ai pas envie que ça pourrisse mon historique. Donc, je vais intégrer les nouvelles dépendances au sein de mon historique. Et pour ça, en fait, je tape bien git rebase-i machin, etc. Mais je vais regarder via un éditeur graphique. Donc, moi, j'utilise SourceTree, après Git-Kraken, machin, on s'en fout, pour voir le commit sur lequel je veux rebaiser. Surtout si vous avez un historique qui est assez long. Parce que tout faire en ligne de commande, c'est effectivement très bien. Mais dans certains cas, on va dire que en tout cas le mien, mon cerveau, il a une petite fenêtre de compréhension et du coup, je ne peux pas tout mettre dedans. C'est comme on peut faire le parallèle avec, oui, vous pouvez créer des programmes de 10 millions de lignes avec VI et en Java, très bien. Mais un IDE, de temps en temps, c'est quand même bien pratique pour des problématiques juste de gestion cognitive. Si vous avez travaillé sur des projets un petit peu touffus, par exemple, je défie quiconque de juste avec la ligne de commande, sans guide TK, juste de comprendre quand il y a 3-4 branches en parallèle qui mergent à certains endroits. Un source tree, vous le voyez de manière graphique directe. Moi, je dirais plutôt whatever works for you. Il y a effectivement des fans de ligne de commande. Il y a des fans d'interface graphique. Et là, je rejoins Gauthier, il ne faut pas que l'interface graphique soit en fait l'unique outil qui permet d'utiliser Git, parce qu'effectivement, si l'outil est limité, on va se retrouver avec des trucs dégueux. Mais je serais peut-être un peu plus entre les deux et plus pragmatique et plus consensuel pour dire, utiliser les outils qui marchent pour vous et pour dans certains cas, donc notamment les cas de visualisation d'arbres un petit peu touffus, ou pour quand votre historique est trop long pour récupérer le hash d'un commit, n'hésitez pas à utiliser un outil graphique qui vous va bien, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte pas plus cher, et moi je ne vous lancerai pas de pire si c'est le cas. Moi je le fais tout le temps. C'est là où on voit intervenir beaucoup d'alias gitlog avec je ne sais pas combien de paramètres pour voir un peu graphiquement. Voilà, c'était tout. Ouais, merci. Alors, je ne crois pas avoir vu passer d'autres questions. Non, il n'y en a pas d'autres.
Non, ça devrait être bon. Ok, ben, merci. Merci. Je te laisse faire la clôture, Caro. Ouais, très bien. Et ben, en tout cas, merci d'abord à tous les présentateurs pour ces 3 présentations super intéressantes. Merci à toutes les personnes sur le chat pour vos réactions. C'était top. Et puis, vous pourrez retrouver du coup cette vidéo sur YouTube, sur notre channel YouTube. Et donc, n'hésitez pas aussi à commenter, que ce soit sur YouTube, sur Twitter ou peu importe. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.